Bonjour Rémi, bonjour Adrien. On est où ici alors? On est chez Biogaz Boss. D'accord. Voilà, en Eure-et-Loire, dans le 28. D'accord. Vous êtes associés pour créer une méthanisation. Pour répondre à quel besoin à la base? Eh bien, on est associés déjà depuis très longtemps, c'est pas depuis 1 an et demi. D'accord. Donc en fait, on fait déjà des pommes de terre ensemble, des légumes. Et donc on a déjà eu l'habitude de travailler ensemble, donc ce qui permet aussi C'est bien de se connaître avant de démarrer un projet de cette ampleur-là, quoi, qui est conséquent, quoi. Et en fait, le projet il est venu simplement en écoutant un peu à droite à gauche des collègues en fait qui avaient déjà des métas. C'est notamment notre cabinet comptable aussi qui nous a un peu mis le doigt dedans. Et en fait, on a regardé où il y avait des tuyaux pour injecter en fait. D'accord. Ouais, parce que là, on est en système injection. En système d'injection. Par contre, on est à 12 km. Donc en fait, le projet est né chez Adrien parce qu'en fait, lui, il avait le tuyau à Cloix-sur-le-Loir. Et finalement, en faisant les calculs, on s'est dit, ben non, il faut être vraiment en plein milieu de nos... La situation du projet est stratégique pour le développement d'un projet de ce type-là. 12 km, le coût qu'on a dépensé pour faire le gazoduc, si je puis dire, c'était un peu le coût du transport de Cloix-sur-le-Loir jusqu'ici. D'accord. Donc voilà, après... Alors vous m'aviez dit aussi qu'il y avait une histoire d'agronomie quelque part, parce que vous cherchez à avoir une autonomie. Vous n'avez pas d'élevage sur l'exploitation? On n'a pas d'élevage actuellement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de retrouver de l'autonomie en matière de fertilisation. Ouais. Et notamment ce qui n'est pas trop mal à l'époque où on est. On tombe plutôt bien, on est dans les clous pour l'instant. Ce qu'on voulait aussi, c'était couvrir nos sols plus, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'agriculture de conservation, c'est quelque chose qui sort quand même beaucoup. La couverture des sols en été, en automne, quand on peut, c'est hyper bénéfique pour la vie du sol. Donc aujourd'hui, par l'association de la culture des cives, des cultures intermédiaires à valeur énergétique qu'on fait aussi bien à l'automne et des fois aussi en été en fonction de nos besoins, on vient couvrir nos sols et ensuite le coproduit de la digestion est épandu sur nos exploitations et nous permet de couvrir une partie de nos besoins en azote et puis en engrais, phosphate et potasse notamment. Vous êtes à peu près sur quelle surface alors au niveau terme d'épandage? À 2, on a 480 hectares en fait, et en épandage on a un petit peu plus, mais nos 480 suffisent, quoi. D'accord. Alors là, ici, on a un des produits que vous utilisez qui sont issus de la ferme. Il y a une partie aussi qui est avec, j'allais dire, des contrats issus de céréales. Oui. Alors c'est quoi votre choix au niveau des intercultures alors? Là, c'est du triticale, donc c'est une cive d'hiver en fait. Triticale mélangé avec de l'orge, donc on sème ça à forte densité. On apporte le digesta l'hiver en fait. Et ce qui nous permet en fait de couvrir nos sols. Et derrière ça, au printemps, on met soit un tournesol, un millet ou alors un maïs si on a la chance d'avoir encore un petit peu d'eau, quoi. D'accord. Ça c'est quelque chose de très bénéfique, la culture d'hiver, parce qu'en fait cette interculture elle consomme, elle piège les nitrates en fait. Oui, c'est une meilleure efficience, j'allais dire, de ce que vous apportez en termes de digesta. On a sème en septembre, donc de bonne heure. Oui. Donc elle n'est pas reconnue SIE, bon c'est dommage, malheureusement, mais elle reste tout l'hiver quand même. Et non, ça c'est très bénéfique. Pourquoi du triticale et de l'orge? Parce qu'en fait ça laisse un terrain un peu plus doux que le triticale. Que le seigle. Parce que tout le monde fait du seigle pour avoir la matière sèche, mais en fait, nous on s'est rendu compte que oui, il faut la matière sèche, mais la valeur méthanogène du triticale est quand même plus importante que le seigle. D'accord. À mon avis, après. Bon. Et donc, ça laisse les terres un peu moins séchantes que si on avait le... Complètement, complètement. On sème avec Adrien, on sème en direct avec Striptil. Et on se rend compte qu'on avait essayé dans du seigle, Adrien fait du seigle aussi semence, et on voit bien le terrain, comment il est déshydraté et puis électrifié, quoi. D'accord. Et en termes de volume, vous pensez que c'est à peu près équivalent? Alors ça dépend de la période à laquelle on va récolter, parce que nous on récolte de bonne heure, c'est-à-dire fin avril. D'accord. On est début épiaison si vous voulez, donc le grain, il n'y a pas de remplissage d'épis. Oui. Nous ce qui nous intéresse c'est de libérer les terres de bonne heure. Et c'est pareil, au niveau de la matière, on se retrouve avec quand même beaucoup moins de cellulose à cette époque-ci. C'est quelque chose qui est plus facile à digérer pour le méthaniseur, donc pour le temps de séjour, on est nettement mieux. Et derrière, on ne pénalise pas trop notre culture de printemps qu'on va mettre par la suite.
On peut avancer un peu, voir les autres produits que vous utilisez. Alors ça c'est quoi? C'est les issues de céréales, c'est ça? Céréales, ça complémente un petit peu pour avoir une bonne richesse au niveau du méthaniseur? Oui, tout à fait. Bon, et puis on a quand même beaucoup d'organismes coopératifs dans le secteur et qui ont quand même un besoin de se décharger de ces coproduits qui les embarrassent. Donc aujourd'hui, on apporte ce service-là et puis tout le monde est content. D'accord. Et ça s'est fait naturellement lors de la mise en place du projet. Ouais, voilà. Vous avez pu, j'allais dire, avoir des offres qui se sont faites. On a commencé par des petits volumes et puis en fait ils se sont rendus compte de l'intérêt aussi qu'ils avaient par rapport notamment à la gestion de la logistique, parce qu'il y a quand même des gestions logistiques qui sont hyper importantes avec ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde. Ok, alors vous avez quoi en autre produit que vous réalisez sur l'exploitation? Là derrière nous, on a justement des céréales immatures qui ont été récoltées au printemps là. Donc d'accord. On a fait une bonne récolte cette année. Donc ça c'est quelque chose qu'on va consommer sur l'année. On a à peu près 4000 tonnes ici. On va ouvrir le tas bientôt là. Ouais. Et puis à côté on a les maïs en silage de l'automne dernier, donc, où on a fait des bons rendements. On a eu de la pluie en été, donc ça nous a bien aidé. Et donc c'est vrai que là c'est pareil, on a 4000 tonnes à consommer. Et puis la dernière case, elle va être constituée de pulpe de betterave. Alors en maïs, ça représente quel pourcentage de l'alimentation du méthaniseur globalement? Vous avez une idée ou... Oui, c'est 4000 tonnes, on consomme 11 000 tonnes par an à peu près. D'accord. Donc voilà, on a des pommes de terre aussi. D'accord, déchets de pommes de terre. Ouais, là, les fonds de stockage, à cette époque-ci, les frigos se vident avec des lots qui sont on voit qu'il y a un petit peu de germe apparemment. Pas que du germe d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Donc c'est vrai que on passe aussi ces lots qui posent problème. Et puis derrière, vous avez la pulpe de betterave qui a été rentrée au mois de janvier cette année. D'accord. Alors, en termes d'autonomie, j'allais dire justement en intrant sur l'exploitation, enfin sur les exploitations, ça vous permet d'être autonome à quel pourcentage vous imaginez? J'allais dire les achats ont drastiquement diminué? Oui, oui. Au niveau de l'azote, tu parles? Ouais. Oui, forcément. C'est bienvenu cette année, hein, mais alors si tu veux, il y a une inertie dans la valorisation de cet azote et surtout de l'engrais de fond qui va se passer sur les 4-5 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu jeune, mais plus on va tourner dans nos parcelles à mettre le digesta, plus ça va s'améliorer forcément. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on sème une deuxième culture derrière la cive, en fait, et là on apporte le digesta. Bon, c'est quand même plus idéal que de mettre un engrais. Quelque part, la régénération des sols, enfin les apports que vous allez amener, qui sont plus importants que les prélèvements globalement, va permettre de rendre vos sols de plus en plus riches et quelque part d'arriver à avoir le minimum d'achat derrière, quoi. Oui, en azote, je pense qu'on est de l'ordre de 30%, là, 30-40% de couverture des besoins azotés aujourd'hui. C'est surtout les engrais de fond qui vont faire un bon. Nous on fait beaucoup de légumes, donc c'est vrai que de l'engrais de fond naturel c'est quand même le top, quoi. Est-ce qu'au niveau de l'exploitation, des exploitations, ça vous a fait des changements d'organisation globalement? Complètement. Déjà seulement ça a été un vrai casse-tête. Ça fait partie des... C'est assez... tout ce qu'on a appris, qu'on nous avait appris, on était obligé de leur modifier. Oui. On se retrouve à mettre des orges d'hiver derrière des pommes de terre parce que ensuite il faut qu'on positionne un maïs en silage par exemple en été. En fait, on a perdu un peu nos têtes d'assolement, mais bon... Mais ça se goupille pas mal, ça va, ça se fait bien. Et puis après, c'est pour l'organisation de travail, on a embauché chacun un salarié supplémentaire. D'accord. Sur les exploitations, parce qu'en fait, moi j'ai à peu près 250 hectares. L'an dernier, j'ai semé 350 hectares, 380. Ouais. Donc en fait, on cultive plus de l'année, on récolte et on sème, quasiment. Donc il y a une charge de travail qui est nettement plus importante, rien que sur les exploitations. Et ici, vous avez quelqu'un ou c'est vous qui gérez la partie gestion de la maison? On a un opérateur effectivement qui charge tous les matins. Il fait les maintenances aussi. Les maintenances. Et après les week-ends, on s'organise avec nos salariés. Chacun fait son tour sur 6 semaines d'écart et puis voilà, quoi. Mais on a déjà embauché avant, de toute façon. Là, c'est un gars qui était déjà sur... en termes d'emploi, donc chez vous, c'est quasiment 3 personnes qui ont été... De temps plein, on a pris largement. Et puis après, sans compter tout le tissu économique autour qu'on génère, avec les ETA qui viennent nous faire les ensilages. Parce que nous, on ne le fait pas, on est d'accord. Les épandages de digesta. Vous avez les prestataires qui viennent pour ça, vous n'avez pas fait le choix de le réaliser vous-même?
peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Après, tu peux pas t'équiper du jour au lendemain. Oui. Déjà, c'était un gros investissement. Ça, parce que là, tu vois, on était parti sur quelque chose d'assez raisonnable et finalement, on a dépassé un peu. On a dû supprimer des choses pour passer. Donc, bon, là, ça fonctionne très bien. C'est notre méta, on l'a choisi. On a vraiment pris des pièces un peu partout. Le constructeur, c'est AES Dana, avec GR Énergie en Bretagne, et l'autre, il est dans le Pas-de-Calais. Tu dois connaître peut-être. Et donc, si tu veux, on a pris un épurateur Prodeval. Enfin voilà, on a fait notre popote, on a pris ce qu'on voulait. Ça, dans la réflexion d'un projet, j'imagine que, enfin, on est agriculteur, on n'est pas des ingénieurs en méthanisation. Comment vous avez fait la démarche? Vous avez dû chercher à droite à gauche, vous avez dû voir un nombre de personnes inimaginables, de salons, de je ne sais pas quoi. C'est énormément de temps. Visite de site. Ouais. Combien de temps entre l'idée où on se dit, bon allez, on va y aller, on commence à se renseigner, et la mise en route du méthaniseur? 3 ans. 4 ans, ouais, même les mises en route, 4 ans, c'est ça, ouais. J'allais dire, c'est relativement court quelque part. Ouais, parce qu'on a construit vite, en plein Covid, mais sinon, non, c'est long. Hein, on se fait mal à la tête. Hein, j'imagine, non, c'est des gros projets. Est-ce qu'on fait... Et puis... La prise de décision, en fait, dans le choix des matériaux, dans le choix des constructeurs. Parce que alors on a été quand même, il faut quand même le dire, hein, on a été fort aidés parce qu'il y avait des gens qui savaient faire ça très bien avant, depuis 2011, qui ont écrit le tarif aussi. Donc les frères Quack, qui nous ont quand même ouvert un peu la vue sur le système, quoi. Et c'est pas anodin, quoi. Alors si vous aviez un conseil à donner à des agriculteurs qui veulent se lancer aussi, à quoi il faut faire vraiment attention À tout. À tout. T'as pas le droit d'avoir un trou. Il n'y a pas le droit d'avoir un trou. Faut tout savoir faire. Même pendant la construction, on était, si c'était pas moi, c'était Adrien, mais le site n'était jamais sans personne pendant la construction. La maîtrise d'œuvre, on l'a soutenue. C'est important et tu dois comprendre ce que tu fais. Nous, c'est un peu, on a toujours travaillé comme ça, c'est comprendre ce qu'on fait. Ouais. Aujourd'hui, on voit des métas qui sortent de terre. Bon, il faut que... Tu vas pas voir un cabinet d'études avec un constructeur en disant je veux une méta qui fait autant. Ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Mais je suis pas sûr que le résultat à la fin il soit le même. Je pense pas. Parce qu'il y a des coûts de maintenance derrière après qui sont énormes sur des engins comme ça. Et si vous gérez pas un minimum de choses vous-même, que vous n'avez pas l'observation qu'il faut sur les outils, vous vous retrouvez avec des factures énormes tous les ans de maintenance. Donc c'est hyper important d'être présent, d'être hyper observateur. Et ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et le salarié qui vient le matin pour remplir et pour faire la maintenance, c'est son travail aussi, c'est le nôtre aussi. On analyse les courbes de production, de consommation électrique. Oui, pour comprendre ce qui se passe. On n'est pas là le matin quand il charge, mais on est là derrière le PC pour vérifier. Voilà. Et puis on se contredit, on s'appelle, on se dit tiens, t'as vu ça? Oui, c'est passé ça. Et puis voilà. Et c'est bien d'être à deux aussi sur un projet comme celui-là pour se soutenir, pour se contredire peut-être ou... Une méta, il faut tenir dans une voiture. Une petite voiture. D'accord. Donc ça veut dire que pour toi, les projets avec trop de monde, c'est compliqué. Ça dépend. S'il y a un pilote dans l'avion, ça va. Ouais. Après, si les autres sont là pour le financement et puis à apporter des matières, c'est un choix. Ouais, chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai que nous, c'est beaucoup plus sympa et puis c'est plus flexible en fait. Les prises de décision sont rapides. Ouais. À deux, c'est hyper rapide, c'est un coup de fil. Il n'y a pas besoin de faire une assemblée générale pour avancer. Et c'est vrai que c'est hyper facile et c'est confortable en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment confortable. Alors je regarde le site, c'est nickel, c'est propre. Vous avez fait aussi un bâtiment avec du photovoltaïque, ça c'est un choix pour utiliser votre électricité, pour faire tourner aussi la machine? Complètement, le bâtiment est sorti de terre pour justement alimenter le moteur Prodeval, moteur électrique. D'accord, parce que ça fait une partie importante aussi d'une consommation. Il tourne 8400 heures par an, donc, ou même plus peut-être, parce qu'on ne s'arrête pas beaucoup, donc c'est bien pour l'instant. Et donc on a 140 kW qui fournissent le moteur, effectivement. Ouais, ça couvre à peu près 25% de nos besoins, grosso modo. On ne vend pas le surplus sur le réseau EDF, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on consomme tout. Ok. Donc là c'est pareil, on est content, on est dans les clous, et vu l'augmentation des tarifs de l'électricité, on est en plein dedans.
Ouais, il est à peine assez grand finalement. Ça correspond. Il y a encore un peu de place, non? On en a mis partout, même côté nord, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bon, après, c'est vrai qu'avec j'allais dire, l'efficience des panneaux, maintenant, on arrive à dans faire la bosse, hein, il fait soleil. Hein, donc, tout le temps. Ouais. Soleil et eau dans la bosse. Eau, ça c'est moins sûr. Ça, c'est moins sûr. On a l'eau sous le calcaire. Sous le calcaire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a de l'eau. Ça, c'est pratique aussi pour mettre en route et puis avoir des cultures qui tiennent. Pas l'eau, on la recycle. Ok, c'est important aussi, on en a parlé, je pense que je vais voir avec, entre guillemets, le responsable GRDF ici du secteur, de couvrir quelque part, alors l'alimentation c'est un peu notre métier de base, mais l'énergie aussi de demain, dans l'état actuel des choses, vous c'est un élément aussi qui, j'allais dire, sur lequel vous communiquez pour dire, bah regardez, on va arriver à un peu plus d'autonomie dans notre secteur en gaz vert grâce à ce qu'on fait. Bah c'est ça, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les cives, c'est vraiment des cives. Derrière, on met toujours une culture principale. Donc on n'a pas sacrifié la production alimentaire. On n'empiète pas la production alimentaire dessus, surtout pas. Parce que sinon, ça serait quelque part une hérésie. C'est un non-sens. Ce qui s'est fait dans d'autres pays et où là, on a des systèmes où on déséquilibre, j'allais dire, la production. Nous, dès le début, l'objectif, ça a été de surtout pas sacrifier nos cultures principales. Et c'est le cas aujourd'hui, ça fonctionne. Au tarif de gaz, il s'en tient compte aussi. Donc, ouais, de toute façon, ça fait partie des critères français aussi du système. Mais oui, on est pour ta première question, oui, on est fiers de faire de l'énergie parce qu'on produit du gaz sur le territoire pour le territoire, quoi. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui, vu les événements géopolitiques, d'un seul coup, tu te dis mince, j'ai fait le bon choix, quoi. Et ça fait plaisir. Faut être un peu précurseur, hein, de temps en temps. Ouais, mais tu sais, enfin. La chance aussi. Parce que là, c'est des choses. C'est tombé. Bon, malheureusement, on aurait préféré que ça n'arrive pas, mais on sait de toute façon, quoi qu'il arrive, que l'autonomie, j'allais dire en énergie, à un moment donné, il faut l'acquérir. On va pas les pomper toute notre vie. La transition énergétique, voilà, il faut que ça appartienne au monde paysan aussi. C'est pas que les industriels, c'est pas que. Il faut qu'on prenne notre part là-dedans, quoi. Et faut laisser travailler les agriculteurs là-dessus. Ils savent alimenter proprement les gens. Et puis maintenant, si on peut faire l'énergie, c'est merveilleux. Ok, bon, je vais aller voir le GRDF de l'étape, j'allais dire, pour pouvoir un peu discuter avec. On va passer à côté de la méta. Alors en termes de conception, de méthanisation, ça reste relativement standard, j'allais dire. Oui. Ou il y a des différences par rapport à d'autres systèmes que vous avez? Non, c'est standard. On est sur du 100% végétal. On a l'incorporateur qui est là, ou qu'on charge tous les jours. D'accord. Une trentaine de tonnes. Pesé dynamique, quoi. Ouais, tout est pesé et ça permet de programmer l'automate pour après l'incorporation journalière. Donc en fonction des paramètres, on va incorporer toute la journée jusqu'au soir la ration voulue. Donc on est sur une remorque à fond poussant avec un délayeur au bout. Ouais. On a un broyeur Vogelsang comme un peu tout le monde, c'est un prémix qui reprépare la matière. D'accord. On incorpore du digestat liquide en même temps qu'on broie et puis ensuite il y a une pompe queue de cochon qui incorpore dans le digesteur. Et on a la possibilité on nourrit un peu aussi le post-dig. Et puis voilà, après c'est infiniment mélangé et puis à 42 degrés. Ok. Le côté injection, alors ça a évolué aussi depuis quelques temps, mais est-ce que, j'allais dire, c'est plus complexe par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à la cogénération? Quel est l'intérêt pour vous d'être plutôt en injection? Nous, en étant en végétal pur, on n'avait pas la possibilité de valoriser suffisamment bien notre énergie en passant par la cogénération. Notamment, d'accord. C'est ça. Et pas d'effluents d'élevage, donc la question elle s'est pas posée longtemps. On avait un seul choix, c'était l'injection. C'était la seule façon de valoriser correctement notre énergie. Donc finalement, la question elle s'est jamais posée bien longtemps. Et c'est les systèmes qui sont fiables, qui fonctionnent bien? Vous n'avez pas de soucis au niveau du réseau, au moment de l'installation? Le réseau il est fiable dans le sens où on sait que nous on a un petit souci, on est en écrêtement. Bon, ça c'est en train d'être géré. Le week-end en été, c'est-à-dire que les week-ends c'est compliqué parce que Châteauneuf ça consomme pas assez. Voilà, après sinon. Il y a des ponts qui vont se faire entre. Oui, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire. C'est ça. Mais on savait très bien avant de commencer. Donc, d'accord.
Bon, on sait que c'est une problématique qui existe dans certains endroits. Oui, bien sûr. Oui. Mais par rapport à Châteaudun, vous fournissez quand même une belle proportion, j'allais dire. A priori, on est à 16% avec une autre méta, une méta industrielle là, qui est sur Marboué. Là. Ouais, donc ça fait quand même déjà une donc belle 16% proportion. Sur l'année, c'est une moyenne, tandis que l'été, c'est 100%. C'est 100%. Hein. D'accord. Châteaudun a 100% de biogaz l'été. Dans son réseau l'été. Bon, bah dans ce cas-là, je vais aller en discuter avec monsieur GRDF. Allez. Salut Bastien, ça va? Salut. Alors tu es le GRDF de l'étape quelque part. On vient de voir un petit peu que la méthanisation ici couvrait une partie du besoin, j'allais dire, du Grand Châteaudun. C'est important d'avoir de l'autonomie, j'allais dire, en gaz. Alors on se pose beaucoup ces questions-là en ce moment. Là, ça représente combien, j'allais dire, au niveau départemental, le potentiel de production de gaz avec la méta? Eh ben, on a 4 autres sites en construction sur le département là, de l'Eure-et-Loire qui vont être mis en service d'ici la fin de l'été. Et donc, il y en avait déjà 2 en service avec celui de Varèse ici. Avec ces 6 sites, ça représentera 6% de la consommation du département en gaz dès cet automne. Et si on se projette un peu plus loin, dès 2030, ce département pourra avoir une autonomie énergétique de l'ordre de 65% de sa consommation. Donc c'est vraiment beaucoup. À terme, ça sera clairement un département exportateur de gaz vers les départements voisins pour venir aider les petits voisins. Ok, l'objectif alors ce serait de dire, on sait qu'on cherche une autonomie énergétique à 2050. En termes de gaz, c'est possible, c'est envisageable? Oui, en termes de gaz, c'est tout à fait envisageable. Il y a une étude de l'ADEME qui le montre. En France, on a le potentiel pour avoir 100% de gaz vert dans nos réseaux horizon 2050. Alors avec des régions qui vont contribuer plus ou moins selon le potentiel qu'ils ont, les gisements disponibles, et aussi avec plusieurs générations de gaz vert. Là, on parle de méthanisation, mais on peut aussi parler de pyrogazéification, qui est une autre génération de gaz vert, ou encore d'autres technologies qui sont actuellement en cours de développement, mais qui existent déjà d'un coup. C'est un ensemble de briques qui vont s'associer ensemble pour pouvoir arriver à cette autonomie tant attendue et puis ne plus utiliser, j'allais dire, ces gaz qui viennent d'ailleurs. C'est ça, qui viennent d'ailleurs et qui sont fossiles. Ceux-là, ils vont être verts, donc avec une très faible quantité de carbone dans ces gaz-là. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on fait de la méthanisation, on travaille aussi pour des sujets agronomiques. Oui. On ne fabrique pas que du biométhane. On l'a vu, il y a un intérêt aussi en autonomie, j'allais dire en termes d'intrants, ce qui est plutôt intéressant aussi. Ça complète, j'allais dire, le fonctionnement d'exploitation où, par exemple, il n'y a pas d'élevage comme c'est le cas ici, mais il y a aussi pas mal d'élevage aussi dans lequel on peut, j'allais dire, utiliser cette méta pour pouvoir transformer aussi, quoi. Pour traiter les effluents, exactement. Ok. Bon écoute, merci beaucoup. Alors moi je repars pour ma dernière journée du tour. Et puis en tout cas merci de m'avoir montré ça. Eh bien merci à vous. Allez, bonne journée. Bon et puis nous on se retrouve donc pour la suite des vidéos. Vous verrez bien entendu sur Agriculteur d'aujourd'hui ou Agritech TV. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.